Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu nous parles aujourd'hui de la loi 25 où il y a des millions qui sont en jeu. Ben oui, la loi 25, Mario, comme tu le sais peut-être, là, c'est une loi qui vise à encadrer mieux nos données personnelles. Donc, je suis comme consommateur, comme client, comme... Mais c'est le genre de loi où on se dit l'objectif général, on espère qu'il soit bon, ouais. Mais on est incapable de comprendre si ça va marcher ou pas, puis pourquoi ça marcherait ou ça marcherait pas, parce que cet univers-là est complexe pour le commun des mortels. Là. Oui, évidemment, puis tu sais, ça rappelle d'autres lois qui ont été passées, notamment en Europe, là, le GDPR, là, en français, Règlement général pour le GRGPD. Excuse-moi, je connais juste l'acronyme en anglais. Mais, tu sais, qui visait à faire exactement la même chose. Puis, tu sais, maintenant, je sais pas si tu vas à l'occasion, Marius, sur des sites européens là, de médias, etc., mais à chaque fois que tu rentres sur un site européen, maintenant, ils te demandent, acceptez-vous les cookies? Puis là, tu peux personnaliser ce que le site recueille. Bien, évidemment, c'est, je pense, que ce que vise à faire la loi 25, donc à mieux informer les gens des informations qu'on collecte sur eux. Par contre, il y a deux choses. Comme on l'a dit, l'intention est bonne, mais selon un rapport, il y aura environ 3% des entreprises québécoises qui seraient en conformité aujourd'hui. Puis là, ça rentre en vigueur demain. Fait que, je sais pas, le 80... Ça rentre en vigueur demain, ça va échapper, ça, je t'avoue. Oui, c'est pour ça que je t'en parle. Donc là, il y a un délai pour s'adapter. Donc ça veut dire que les PME vont devoir dépenser de l'argent en consultants informatiques pour se conformer. Des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Donc déjà, il y a un coût à ça, mais éventuellement, là, puis là, je suis pas trop clair sur c'est quoi la période de grâce qui va être octroyée, mais si des entreprises se trouvent en défaut, Mario, par rapport à ça, ils pourraient se voir asséner des amendes très, 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 très salées. On parle d'amendes là, pour certaines omissions d'informer les utilisateurs qui pourraient aller jusqu'à 10 millions de dollars ou 2% du chiffre d'affaires. Ça me semble. Mais Francis, ça touche pas toutes les entreprises. Si tu as une boulangerie, que tu n'as pas d'activité en ligne, que tu gardes pas de renseignements sur tes clients, ils rentrent, ils achètent du pain, ils repartent, t'es pas visé. C'est pour ceux qui ont soit des listes de clients ou ceux qui ont quelque chose en ligne. Là. Mais de moins en moins, Mario, de commerces n'ont pas au moins un site web, peut-être une infolettre, du commerce électronique. Il y a de plus en plus d'organisations. Donc, si tu as une infolettre, ça veut dire que tu collectes les courriels de tes clients pour leur envoyer. Puis là, est-ce qu'ils cliquent pas? Puis éventuellement, tu peux vouloir corréler ça avec la publicité que tu fais ou d'autres affaires. C'est vraiment dans l'air du temps, Mario, de faire ça. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui existent complètement hors de l'Internet, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Fait que, ça, pour dire que ça peut mettre à mal certaines organisations. Je serais quand même surpris, Mario, là, puis je serai le premier à t'en parler, là, mais je serais quand même surpris qu'on voit là, à court terme une entreprise se faire asséner une amende de 10 millions de dollars. Comme je te dis, ça me semble être complètement... Non, mais l'amende maximale dans une loi, il faut toujours se souvenir. L'amende maximale, c'est la plus grosse business au Québec. Récidive plusieurs fois. Non, mais c'est ça. Récidive plusieurs fois, fait preuve d'une négligence hors du commun. Absolument. Là, le juge va aller dire, bon, ben, toi, là, tu mérites l'amende suprême, la plus grosse qui a été prévue dans la loi. Mais... Exactement. C'est comme je l'ai dit, je pense qu'on va voir plutôt des tapes sur les doigts dans les premières années de la mise en œuvre de cette loi-là. Puis ensuite, on verra éventuellement, comme tu dis, il y aura peut-être une multinationale à un moment donné qui va se faire prendre la main dans le sac de bonbons. Comme ça avait été le cas de Facebook à un moment donné. Puis de mémoire, je sais pas s'ils ont eu des très grosses amendes, mais en tout cas, ça leur a pas fait changer tellement leur comportement. Là, on parle plutôt de PME, de plus petites organisations, souvent qui vont être, entre guillemets, troublées par ça, parce que forcément, comme tu l'as dit, ça coûte cher de se conformer, ça coûte des consultants informatiques, des processus, des mécanismes, des audits annuels, donc il y a tout un écosystème de coûts là, qui va se rajouter pour les organisations qui sont dans cet univers-là, soit du commerce électronique, soit du marketing sur Internet. Là. On parle beaucoup ces temps-ci de logement abordable, de programmes, etc. sur le logement abordable. Et tu te questionnes sur la définition parce que c'est pas toujours précisé. Non, ben c'est ça, effectivement. Puis il y a un projet de loi là, fédéral qui a été déposé. Tu te rappelles, je pense que c'est la semaine dernière, on a parlé de l'abolition de la TPS là, sur les logements locatifs, etc. Et donc, c'est intéressant parce que le projet de loi, en fait, ne définit pas ce qu'est un logement abordable. Donc, c'est un peu comme, j'imagine, au PIF ou au
au bon vouloir des développeurs. Puis ça pose évidemment toute la question. Tu sais, Mario, tu le sais, il y a quelques années, là, avant la pandémie, un logement qui était abordable, tu sais, c'était, je sais pas, le 10 ou 20 ou % de moins que le prix de marché. C'est, à la limite, si tu gardes cette notion de proportion du prix global, ben, sachant que l'immobilier a pris 30 ou 40 % de valeur depuis 2020, le logement abordable aujourd'hui, c'est ce qui était un logement normal hier. Tu sais, fait que je veux dire, c'est toujours une notion relative au prix du marché. Puis je trouve quand même dangereux cette obsession qu'on a du logement abordable parce qu'ultimement, comme je le dis souvent, plus on va retirer de logements du libre marché, là, c'est-à-dire du marché pour la classe moyenne, plus on va faire augmenter les prix pour ceux qui ne se qualifient pas à ces logements-là. Donc oui, il faut des logements sociaux là, pour combattre l'itinérance, mais après, sur le marché global, il y a quand même... Il faut des logements. Faut des logements. Beaucoup de logements. Des petits logements, des grands logements, des logements de bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, etc. Puis c'est pas toi, d'ailleurs, qui a écrit un papier dans le Journal de Montréal là-dessus, là, sur le contrôle des prix. Oui, là, tout à fait. Dans le fond, le logement abordable, ce que c'est une forme déguisée de contrôle des prix, là, ce que les différents paliers de gouvernement essaient de mettre en place. C'est-à-dire, on va réserver dans un projet immobilier 10, 20, 30 % des unités en plafonnant leur prix. Mais ce faisant, ce qu'on fait de manière très destructive, c'est qu'on fait augmenter le prix pour tous les autres. Puis tous les autres... Mais ça, c'est toute une patente. Parce que, mettons, là, des gens, mettons, une dame vit là-dedans, monoparentale, mais là, je sais pas, là, mettons qu'elle a une promotion ou que son salaire augmente sensiblement. Puis ça arrive de ce temps-ci. Dans une pénurie de main-d'œuvre, il y a des gens qui ont des belles promotions. Là, c'est quoi, tu la mets dehors de son logement? Tu l'expulses? Ou si elle se fait un nouveau conjoint qui vient vivre avec elle, puis là, la somme des deux revenus... Puis... Ouais. Ben, moi, j'ai connu quelqu'un, Mario, là, qui était dans une coopérative qui était pour le salaire modique, le revenu modique. Et cette personne-là, régulièrement, il fallait qu'elle vide son compte. Fait que des fois, elle prêtait à quelqu'un juste pour montrer que dans son compte, il n'y avait pas d'argent. C'était genre des passe-passe de comme, je vais t'envoyer, Mario, 1000$ pour montrer que je n'ai vraiment pas dans mon compte. Puis tu me le redonneras dans 6 mois, quand que l'audit sera fini. Mais tu sais, c'est un peu ridicule, effectivement. Puis l'autre affaire, Mario, dans le règlement montréalais, là, que je connais particulièrement bien, qu'on appelle du 20-20-20, le règlement pour une métropole mixte, il y a aussi cette autre affaire-là qui m'a fait beaucoup grincer des dents, c'est que le logement abordable, tu sais, le logement de manière générale, Mario, tu le sais, historiquement, ça a été un bel ascenseur social. Si tu es capable d'acheter du logement, ta première maison à mi-vingtaine, début trentaine, ben éventuellement, à la fin... Même si tu achètes un petit condo bien ordinaire, à une certaine... il va prendre de la valeur. Ça prend de la valeur, tu rembourses l'hypothèque, puis à un moment donné, ça te fait du capital pour acheter mieux. Mieux. Mais là, ce qui est particulier dans le cas du logement abordable, tel qu'il est défini dans ce règlement-là à Montréal, c'est qu'il doit rester abordable. Fait que si tu es capable, si tu te qualifies pour acheter un logement en bas de la valeur de marché, c'est bien, tu y as accès, mais puis c'est pendant 30 ans. Fait que si dans 15 ou 20 ans, tu veux revendre ton unité, tu vas être obligé de la revendre moins cher que ce que ça vaut. Ce que ça fait, c'est que si tu étais pauvre au début, tu vas être pauvre à la fin. Tu comprends? Tu vas pas pouvoir bénéficier de cet ascenseur social-là que représente l'immobilier, au même titre que quelqu'un qui aurait acheté au juste prix et qui pourra revendre au juste prix plusieurs années plus tard. Donc, pour moi, c'est problématique. Ce que tu viens de décrire, c'est intéressant, mais ça respecte beaucoup une des maximes de Winston Churchill qui disait un des défauts du capitalisme, là, c'est la redistribution inéquitable des richesses, alors qu'une des vertus du socialisme, c'est la distribution équitable de la pauvreté. Ouais, ben c'est ça, exactement. Je connaissais le début, mais pas la fin, mais c'est effectivement, c'est ça l'enjeu, Mario. Fait que ça fait que ça crée des trappes de pauvreté, le logement abordable dans certains cas, de gens qui, parce qu'à un certain âge, n'avaient pas nécessairement l'aide de leurs parents ou réussi à accumuler suffisamment de capital, n'ont pas pu entrer dans le vrai marché, mais quand ils sortent éventuellement de leur appartement ou de leur maison, ils se retrouvent pénalisés par rapport à des gens qui étaient plus fortunés à l'entrée. Et donc, pour moi, c'est comme une forme de création de pauvreté, une distribution égale de la pauvreté, pour citer notre ami Winston Churchill. J'ai lu les notes de la Banque du Canada, tu sais, depuis cette année, l'année passée, c'est disponible. Quand ils prennent une décision sur les taux d'intérêt, à peu près 2 semaines après, ils publient le procès verbal. Yeah. Et une des choses qu'ils craignent, au Canada, je suis pas aux États-Unis, je suis au Canada, nos gouverneurs de la Banque du Canada, dans les facteurs inflationnistes, c'est la hausse des revenus, la hausse des salaires. C'est sûr, Mario. Tu sais qu'à chaque fois qu'on parle de ça, il y a quelqu'un qui nous écrit pour dire « Voyons, vous êtes fous, nos salaires, ça augmente pas. »
Ben, ça augmente, en fait. Statistique Canada a raison sur tout, mais quand il calcule les hausses de salaire, là, il se trompe. Au Canada, en moyenne, puis là, après, en moyenne, justement, est-ce que ça se peut que tel auditeur n'ait pas eu la même augmentation que la moyenne? Bien sûr, c'est une moyenne. Fait que puis là, donc, en 2021 et en 2022, c'était quelque chose de l'ordre de 5 %. Là. Fait que si quelqu'un a eu 7 %, ben, de l'autre bord, il y a peut-être quelqu'un qui a eu 3 %, mais grosso modo, les salaires ont augmenté de 5 %. Mais le salaire minimum, de 7 En partant, il lui a craqué tout le reste. Exactement. Et donc là, ce qu'on voit, Mario, c'est que là, on a sondé, l'Ordre des conseillers en ressources humaines a sondé le public au Québec. Et donc, l'intention de la plupart des employeurs, en moyenne, pour l'année qui s'en vient, c'est ça d'augmenter les salaires d'un petit peu moins de 4 %. C'est quand même une bonne augmentation, encore une fois. Ben 5,54, là, ça fait 14, mais avec le cumulatif, ça fait presque 15 % sur 3 ans. Ça commence à... Et puis, comme je l'explique souvent, on a vécu une période là, sur une année là, de juin à juin l'année dernière là, de 8 % d'inflation. Mais, tu sais, là, ça rebaisse. Là, les derniers chiffres, c'était 4 %. Puis, tu sais, ça fait qu'au cumul, là, si on prend notre période de référence, mettons, d'avant la pandémie, les prix ont augmenté d'à peu près ça, 15 % là, sur 3-4 ans. Et donc, ça fait que, ultimement, l'effet qu'on observe actuellement, c'est un effet de rattrapage du pouvoir d'achat, grosso modo. Fait que oui, il y a une période, puis dans laquelle on est encore un peu en partie, où notre pouvoir d'achat, là, à salaire constant, a un peu diminué, mais c'est en train de se rattraper. Puis, comme là, on voit qu'en 2024, les salaires en moyenne vont augmenter de 4 %. Ça risque qu'en 2024, l'inflation va être de 2 % Donc, il y a comme un effet de rattrapage. Ouais. Mais ça respecte, Francis, la théorie économique. Je me souviens, quand l'inflation a commencé à frapper il y a 1 an et demi, je me souviens d'avoir fait des présentations là-dessus ici puis à la télé. Les vraies victimes de l'inflation, c'est les rentiers, c'est les retraités. Parce que eux n'ont pas la croissance de revenus, des salaires, des augmentations, des promotions, d'avancées dans l'échelle. Et, en plus... Souvent, tu sais, la classe moyenne a un petit peu d'argent. On n'est plus dans les années 50, dans les années 30. Là, on n'est plus. Tu sais, aujourd'hui, la classe moyenne a un peu de REER, un peu d'argent. Ou soit des gens plus âgés ont vendu leur maison, qui ont une coupe de 100 000. Mais tu sais, mettons, tu avais 200 000 que tu avais accumulé dans ta vie pour tes vieux jours. Mais là, 200 000, quand l'inflation te défonce, ça coûte 7 Ça t'achète 15 % de moins de tomates et de ton argent a perdu sa valeur. Donc, les rentiers là, de la classe moyenne, à mon avis, sont les grands perdants d'une période de forte inflation. J'apporterais une petite nuance à ce que tu dis, Mario. Tu as différents types de rentiers, là, tu le sais, mais dans ton scénario, mettons le 200 000, là, je sais pas, il est où ce 200 000-là, mais potentiellement, parce que pendant la pandémie, notamment, on a vu des variations boursières, mais notamment, ça a été un overall, là, sur les 3-4 dernières années, une forte période de croissance. Ouais. Donc, si ce 200 000-là, il était investi, si ce 200 000-là, il était soit rendu 250, dans de l'équité immobilière, là, pendant la pandémie, on a vu que ça a explosé, ben, ça se peut qu'il ait augmenté plus ou à peu près égal à l'inflation. Le problème, c'est les rentiers à prestations fixes. C'est une rente qui est 2000 $ par mois, là, puis pour le reste de ta vie, ben là, c'est sûr que si c'est pas indexé, t'es à chaque année plus dans le trouble. Il y a plusieurs régimes quand même qui sont à contribution fixe et prestations variables, c'est-à-dire que là, le montant que tu reçois, lui, est indexé. Ces gens-là, généralement, ils sont pas autant dans le trouble. Puis il y a des nouvelles mesures, le gouvernement Legault, le 2000 $, ils ont eu de l'aide. Il y a eu un peu d'aide quand même, puis ça, je lève mon chapeau à tout ça. Tu as bien raison. Hey, merci Francis, voilà. À demain. À demain. Vous écoutez